on en parlait dans les graphiques, parce que l'Afrique va faire 1,5 milliard d'habitants, comme la Chine, comme l'Inde, en 2030, et surtout, elle va continuer sur son chemin, elle va faire 2 milliards d'habitants en 2050, alors que la population chinoise va diminuer, et que la population indienne va augmenter, mais beaucoup plus faiblement. Et donc, vous comprenez bien que si vous arrivez à vendre des produits, si vous arrivez à produire des choses pour votre consommateur chinois qui n'a pas beaucoup d'argent, pour votre consommateur indien qui a encore moins d'argent, si vous arrivez à leur faire des moteurs qui consomment 1 litre au 100 km, si vous arrivez à leur faire des puces de téléphone mobile qui sont à 1 roupie la minute, avec SMS gratuit, et que vous arrivez en Afrique, vous avez évidemment percé le code. Vous connaissez le livre, le code de... Voilà, ce roman très connu. Hein? Da Vinci's Code. Et bien voilà, il n'y a pas que des codes de Da Vinci. Il y a un code du business qui est comment je réussis sur un marché. Et depuis maintenant une dizaine d'années, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Donc vous voyez, vous êtes né avec cette génération. Vous êtes la génération de la Chine Yaku. Depuis une dizaine d'années, à partir de premières expériences réussies, tout d'un coup j'ai vendu mon conteneur en 1 heure, s'est développé un flux économique de commerce très important entre la Chine, bien sûr, mais aussi l'Inde et l'Afrique. Cette année, il va se vendre 90 millions de smartphones en Afrique. 90 millions. L'année dernière, 60 millions. Oui, l'Afrique peut-être n'a pas d'argent, mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est devenu le premier marché mondial pour les smartphones. Alors, ce n'est pas les iPhones, c'est des smartphones Samsung, leur nouveau smartphone, 50 $. Mais surtout, c'est les smartphones made in China qui commencent à... Parce que si c'est Samsung, oui, c'est Samsung, enfin, c'est fait à 90% en Chine. C'est le seul endroit du monde aujourd'hui où vous avez ces usines de masse, tout simplement. 90 millions. Alors, le marché chinois est plus important, mais il ne fait que 110 millions de smartphones. Oui, les Chinois, et puis les Indiens, ils se rendent compte aussi que RTL, il va bientôt avoir plus d'abonnés en Afrique qu'il n'en a en Inde. Donc il y a bien quelque chose qui se passe là. Et donc, de ces découvertes, donc Guangdong, le marché africain, je vais en Inde comme conseiller financier et je vois là encore partout, des gens qui me parlent de l'Afrique. Et comme je suis un économiste sérieux, je regarde moi un peu dans les données statistiques, dans mes courbes, et je vois qu'effectivement, les deux éléphants, l'Inde, la Chine, il y en a un qui arrive derrière. Vous savez, c'est le problème des gens qui ne regardent jamais dans le rétroviseur. Qui regardent plus exactement quand ils ont un miroir, ils se regardent dans le miroir, mais ils ne regardent pas derrière. Ils ne voient pas quelqu'un arrive derrière. Eh bien, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'il y a un troisième géant qui arrive. Et donc, je ne pouvais pas ignorer, bien sûr, dans ma prospective, ce troisième géant. Et donc, à partir de 2005, j'ai commencé à entreprendre, prendre mon sac et aller sur un autre continent. Les gens reprochent parfois de dire, vous parlez de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique, mais l'Afrique c'est 54 pays. À ça, je réponds assez simplement. Quand vous débarquez comme moi, sans préjugés, parce que je ne voulais jamais travailler sur l'Afrique pour des raisons normales, un Français, à mon avis, très mal placé pour travailler sur l'Afrique, évidemment, il a trop de préjugés hérités de son histoire. Quand vous êtes passé par l'Asie, vous êtes un peu lavé le cerveau quand même, hein, vous avez vu d'autres choses. Là, ce qui frappe d'abord et avant tout, c'est que je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence entre la Chine, sans doute un pays, sans doute une capitale puissante, Pékin, mais en fait, quand j'ai appris le chinois, j'ai appris en fait le mandarin. Et je peux vous dire que ma première expérience en arrivant par Hong Kong, c'est que personne ne me comprenait. Personne. Parce que personne ne parlait
parlent un peu plus, enfin c'est encore une langue étrangère, le mandarin. Qu'est-ce qu'ils parlent, nos amis? Eh bien, ils parlent le cantonais. Et le cantonais, c'est pas le mandarin du tout. Et j'étais furieux, parce que le chinois, c'est quand même pas facile à apprendre. J'avais fait une année, 2 cours par semaine. Je croyais que ma prof était très gentille et me disait que je parlais très bien. C'est une langue musicale, le chinois. Donc, il faut avoir une très très bonne oreille musicale. Il y a 4 tons. Le problème, c'est que le cantonais, il y a 6 tons. Et puis les mots sont à 3/4 différents. Et puis après, je vais dans le Sichuan, dans le centre. Eh bien, il parle de Sichuan. Et puis après, je vais à Shanghai. Puis là, il parle de shanghaïen. Et ce n'est pas des dialectes. C'est parce que la Chine a été unifiée il y a très longtemps. Mais en réalité, les langues régionales sont restées très dynamiques, très actives. Et la Chine a trouvé un truc super, quand même. Bien sûr, c'est une grande civilisation. Elle a trouvé une écriture. Une écriture. Vous voyez ces dessins-là, les idéogrammes, qui permet à tout le monde de se parler, tout en ne parlant pas la même langue. Et donc en Chine, quand vous voyagez, vous êtes sans arrêt avec un stylo, et dans votre main, vous faites 1 ou 2 caractères pour savoir où vous voulez aller. Donc je veux bien que la Chine, ça soit très différent de l'Afrique, mais en même temps, c'est aussi un univers qui est disparate. Vous n'allez pas me dire que sur le plan, y compris racial, vous pouvez nous dire, il y a un Chinois type. Alors, on va me dire, oui, ils ont la couleur un peu plus jaune, oui, mais enfin, si vous regardez bien, il y a beaucoup de dégradés d'abord. Et puis, ils sont grands, il y a des petits, ils n'ont pas les mêmes poils, ils n'ont pas les mêmes génomes. Vous voyez ce que c'est l'ADN? Ils n'ont pas le même ADN. En Chine, il y a 3 types d'ADN. Sachant que tous les humains ont la même souche, au moins de départ, y compris les Chinois. Vous avez entendu parler de Madame Lucie, l'Africaine, hein, qui est l'ancêtre, apparemment, de toute la race humaine. La première australopithèque, l'Homo sapiens qui a bouffé tous les homos. Voilà. Eh bien, les Chinois, ils ont les mêmes, ils ont la même, ils ont le même génome, en partie. Puis après, comme ils ont évolué sur la planète dans d'autres circonstances, d'autres contextes, c'est bizarre, mais la peau est devenue un peu plus jaune. Voilà. Je dis ça parce que c'est important, quand je dis ça à mes amis chinois qui sont racistes, bien sûr, ils sont racistes au sens, pour eux, la différence de couleur est un élément qui crée un choc entre eux et nous. Ils ont du mal à l'accepter. Petit à petit, comme le marché chinois, le marché africain est important, ils commencent à avoir des joueurs, n'est-ce pas, africains sur les terrains de foot. Ils commencent à voir qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Ils embauchent eux-mêmes de jeunes Africains très compétents pour diriger leurs entreprises. Et vous verrez, y compris en Afrique, 90% du personnel, y compris dirigeants des sociétés chinoises, seront africains dans les 20 prochaines années. Pourquoi? Parce que cet éléphant chinois, il vieillit. Il vieillit et il va avoir le même problème que nos amis japonais. Il aura de moins en moins de ressources. Ça, c'est pour la Chine. L'Inde. L'Inde, c'est un bout d'Afrique. Là, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle L'Afrique pour les nuls. Vous connaissez, c'est une collection de livres jaunes et noirs qui essaie d'expliquer de façon simple, amusante, en même temps sérieuse. Bon. Et je le fais avec un jeune politologue africain. Et moi, je m'occupe de la partie géographie, l'espace, la nature, les reliefs, etc. J'aime la géographie. Et, bah oui, l'Inde, c'est un bout d'Afrique. C'est une partie de la corne de l'Afrique, vous voyez, l'ADN, hein, c'est une partie qui s'est détachée. Et tenez-vous bien, vous avez en Inde les habitants d'origine de l'Inde, que les Indo-Européens appellent les Adivasi, c'est un signe négatif, donc c'est les habitants d'origine, mais c'est les étrangers, et bien ils sont noirs, point, ils sont africains. Parce que c'était des habitants d'origine de la même terre. Les Indiens sont encore plus racistes. Vous m'excuserez hein, s'il y a des Indiens dans la salle. Mais, ouais. C'est encore plus raciste, mais pas parce que c'est une différence fondamentalement de couleur. Parce qu'en Inde, vous avez beaucoup encore, notamment dans le sud de l'Inde,
de gens qui ont gardé les traits, les cheveux crépus, la peau très noire, etc., notamment au Kerala ou au Tamil Nadu. Et puis vous avez une partie de la population qui est arrivée par l'Asie centrale, l'Europe, ce qu'on appelle les Indo-Ariens. Les Indo-Ariens, les hindous profonds. Et eux sont de couleur très blanche, au contraire, parce qu'au fur et à mesure que cette population, ces peuplades étaient remontés d'Afrique, ils étaient remontés par les terres plus froides, ils ont donc changé leur mode d'alimentation, ils ont changé leur mode de leurs vêtements, etc. Et c'est ça la couleur de la peau. Elle change. Bien sûr pas en 10 ans, mais vous voyez, ça s'est passé sur des milliers d'années, et donc il y a du point de vue des Indiens du Nord, des Brahmanes, des Indo-Ariens, un racisme qui est en réalité lié au fait qu'ils ont conquis l'Inde sur des habitants d'origine, les Adivasis, les hors-castes, les intouchables. Vous avez entendu parler peut-être des intouchables en Inde, qui font des travaux les plus dégradants. Eh bien, dans la hiérarchie sociale et ethnique de l'Inde, vous êtes d'autant plus blanc quand vous êtes tout en haut de la société, et vous êtes d'autant plus noir quand vous êtes en bas de la société. Donc, ce n'est pas du racisme fondamentalement, d'ailleurs, je ne pourrais pas l'appeler pour ces termes-là, c'est de l'exclusion, c'est de l'apartheid. Et en Afrique du Sud, les Indiens, qui étaient essentiellement des castes brahmanes blanches, étaient favorables à l'apartheid, contrairement à ce qu'on pense. Gandhi a lutté contre l'apartheid vis-à-vis des Indiens. Quand les Indiens ont eu le même droit que les Blancs, grâce à la lutte de Gandhi, les Indiens ont refusé que Gandhi soutienne les Noirs. Ok? Et je termine par l'Afrique. Pourquoi? Eh bien, quand vous voyagez maintenant, prenez un vol de Paris à Delhi, de Delhi à Shanghai, de Shanghai vous retournez ensuite, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans l'ASEAN à Singapour ou en Malaisie, et puis vous découvrez qu'il y a des tas de boîtes de Singapour ou de Malaisie qui travaillent en Afrique aujourd'hui. Le numéro 1 africain de l'huile de palme, ben, c'est un Singapourien malaisien, Olam, et ils ont les yeux tournés sur l'Afrique, donc vous êtes bien obligé d'aller vers l'Afrique. Alors à ce moment-là, ben, vous prenez un avion de Singapour et vous arrivez où? Eh bien vous arrivez à Dubaï, dans les Émirats. Les Émirats sont en train d'exploser aujourd'hui, non pas parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'il y a des pays qui ont du pétrole, la Libye par exemple, et qui sont loin d'être le centre du monde, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils ont utilisé leur pétrole de façon intelligente. Ils ont investi dans une vision de l'avenir, le monde de 2030, qui est sur ce triangle Inde-Chine-Afrique. Bon, le hasard a fait bien les choses, le bon Dieu a bien fait les choses. Ils sont effectivement géographiquement sur les lignes aériennes de ce triangle. Donc, vous arrivez à Dubaï, au Qatar, ou peu importe, les Émirats, je préfère Dubaï, c'est plus facile pour y travailler. Et là, vous découvrez que 70% de la population active à Dubaï, eh bien, elle est indienne. Et de plus en plus africaine. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, les Africains sont beaucoup plus bosseurs que les Indiens. Parce que les Indiens qui sont dans ces pays-là sont des Indiens diplômés notamment des grandes écoles. Et comme ils sont diplômés, ils appartiennent aux castes supérieures. Et les castes supérieures ne font jamais rien de leur dit doigt. Surtout jamais rien. Principe de pureté. Et donc, évidemment, les Africains, eux, n'ont pas du tout dans leur culture, ce rapport au travail humain qui est dégradant à ce point-là. Et donc, on a de plus en plus d'Africains qui, évidemment, sont actifs. Qui a proposé que la Coupe africaine des Nations se déroule, puisque le Maroc a lâchement abandonné? Eh bien, c'est le Qatar. Quand vous arrivez à Dubaï, vous ouvrez les journaux, on parle que de Chine, d'Inde et d'Afrique. Ce n'est pas l'argent du pétrole investi à Dubaï qui va faire vivre pour le siècle à venir les Émirats. C'est le business, c'est comme Hong Kong, ce sont des places fortes, c'est comme Singapour, hein, ce sont des places offshore. Mais si elles n'ont pas du business avec ce qui les entoure, elles n'ont pas d'avenir. Et donc, des Émirats, vous prenez l'avion pour tous les pays africains, n'est-ce pas? Pour tous
tous les pays africains. Et donc pour moi, c'est devenu un petit tour que je fais chaque année. L'avantage, c'est qu'avec ces trois géants, ces trois éléphants, il y a toujours à apprendre quelque chose, il y a toujours des régions, des pays à apprendre. Et puis deuxièmement, ça c'est évidemment ce qui me motive, ce qui me fait voyager toujours, c'est que ça change tous les jours. Même en Chine, vous revenez 6 mois après, à Shanghai, sur le Bund, et puis le building qui était juste en construction est déjà terminé. À Paris, j'ai une maison qui est en face de la bibliothèque Mitterrand. Ça fait, tenez-vous bien, 35 ans qu'ils sont en train de couvrir les voies de chemin de fer de la gare d'Austerlitz. 35 ans. Il leur faudra un siècle pour terminer ce travail. Et je pense qu'en Afrique, c'est la même chose. Vous revenez, donc pour moi c'est plus récent, mais je reviens tous les 6 mois. Alors il y a des pays qui m'intéressent plus que d'autres sur le plan, on va dire, du travail de prospectiviste. C'est quoi? C'est le Nigeria. Vous êtes bien d'accord avec moi que de l'Afrique, on a là un géant. Si ça se passe bien chez ce géant, probablement que pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ça va être déterminant. Quelle est la population actuelle du Nigeria? 100 millions. Moi, je vais offrir un livre à ceux qui me disent le chiffre exact. Non, combien d'habitants? Vous êtes très froid, hein, là. Dans la salle, quelle est la population du Nigeria? Qui? 150. Qui dit mieux, qui dit moins bien? Allez, vous avez... Oui. Excusez-moi, il y a du bruit, quelqu'un, vous allez vous lever. Levez-vous simplement, la voix va bien porter. 132, elle a dit. 132. Ah. Allez, dernière chance. Hein? Ah, 180. Bon, première réponse, c'est, comme partout en Afrique pour les populations, on ne sait pas. Mais oui. C'est ta réalité, il faut arrêter de croire qu'on sait, hein. Vous n'avez qu'à visiter ici l'Institut de la statistique pour comprendre que personne ne sait la population, évidemment, du Congo et encore moins de Kinshasa, n'est-ce pas? Mais on a des petites idées. Et les petites idées, ça vous donne effectivement de l'ordre de 180 millions d'habitants.